Sur le terrain de l'économie et des sanctions, on pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Alexandre Kateb, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, fondateur du site Multipolarity Report, professeur d'économie et de finance internationale à Sciences Po Paris. Nous, ça nous étonne toujours de voir ça, qu'en fait les importations de gaz russe sont en augmentation. Pourquoi ? Écoutez, tout simplement parce que même si il y a eu des sanctions contre le pétrole, il n'y a pas de sanctions contre l'importation de gaz russe, notamment par voie maritime, de gaz liquéfié. Et il y a la loi du marché qui joue, et les fournisseurs, souvent, les plus compétitifs, arrivent à pénétrer sur les marchés. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le gaz russe par rapport à des compétiteurs américains ou qataris, ce qui explique cette remontée de la part du gaz russe dans les importations non seulement françaises mais européennes, qui a atteint à peu près 15% du total des importations de gaz naturel européenne sur les premiers mois de 2024. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on est en totale hypocrisie là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions sur le gaz, donc allons-y. Je vous montre par exemple un chiffre de Total Énergie, qui là aussi achète du gaz à tout va aux Russes. On va peut-être le voir. 4 millions de tonnes de gaz par an pour Total Énergie. Alors l'argument, c'est de dire mais on s'est engagé, c'est un contrat qui a été signé en 2018. Ce qui est vrai. Ça paraît quand même étonnant, alors qu'on aide les Ukrainiens à chasser les Russes de leur territoire. C'est tout le paradoxe en fait de cette guerre, que j'avais souligné depuis le début, c'est qu'il y a des discours politiques, il y a le mécanisme des sanctions, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Et en fin de compte, ça arrange un peu tout le monde d'avoir ces importations et ces circuits un peu parallèles aujourd'hui, parce que ça permet de garder des prix de l'énergie qui sont ceux-là auraient explosé, encore plus que ce qu'ils n'ont augmenté, enfin l'augmentation qu'on a constatée notamment sur le gaz naturel. Et le paradoxe principal, c'est que certes, l'Europe a réduit très sensiblement ses achats de gaz russe, mais elle est aujourd'hui en train d'acheter du gaz russe à un prix 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'elle faisait auparavant. Et la tendance dans les années à venir, c'est d'augmenter les importations de GNL, parce qu'il y a des pays comme l'Espagne, mais aussi comme la France et les Pays-Bas, qui ont de manière significative augmenté leur capacité d'importation de GNL pour faire face au fait au tarissement des flux qui venaient par pipeline. Et donc il est fort possible qu'à l'avenir la part du gaz russe augmente encore plus, parce que c'est un gaz qui reste compétitif par rapport à des concurrents qui doivent le transporter sur des distances beaucoup plus grandes. Oui, alors en plus ça pollue un peu plus, parce que c'est des bateaux qui le transportent plutôt que des pipelines. Vous êtes en train de nous dire que l'Europe ne pourrait pas se passer du gaz russe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est impossible. On a vu que l'Europe avait essayé de diversifier ses importations, et dans une certaine mesure, elle a réussi à le faire, notamment en augmentant ses importations de gaz américain. Mais les capacités américaines d'exportation sont limitées aujourd'hui. Elles pourraient peut-être augmenter encore dans les années à venir, mais c'est pas forcément, je dirais, vrai à 100%, parce qu'il y a aussi des politiques aux États-Unis qui militent
pour limiter les exportations, tout simplement pour garder un prix du gaz faible sur le marché domestique. Et donc la solidarité, à un moment, s'arrête quand les intérêts économiques des uns et des autres sont mis en jeu, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce qui pourrait se passer aussi avec d'autres pays comme le Japon. Avec le Japon, il y a un mécanisme de coordination qui s'est mis en place, mais là aussi, on atteint les limites de ce mécanisme de coordination parce que le Japon, finalement, reste engagé aussi avec la Russie, notamment à travers le champ de Sakhaline, qui est un immense gisement de gaz et que le Japon exploite avec la Russie et qu'il continuera d'exploiter à l'avenir. Et les affaires continuent. Sylvie Berman. Oui, la réalité, c'est qu'on a encore besoin de gaz et effectivement, on l'importe de Russie. Je rappelle, on évoquait Total tout à l'heure, que tout cela vient de la péninsule de Yamal et c'est Total qui l'a construit avec Novatek. Donc effectivement, il y a des contrats et ce n'est pas très étonnant. Alors, les Américains dans le même temps, pardonnez-moi, mais une entreprise, par exemple, comme Renault, a fichu le camp de Russie du jour au lendemain en perdant des milliards. Elle était, je crois, en co-entreprise avec Ladda. Et ils sont partis du jour au lendemain. Ils ont tout perdu. Mais alors, Total a renoncé à ses projets nouveaux. Mais il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Et encore une fois, la France avait besoin de ce gaz. Ce n'est pas simplement pour aider la Russie. Et par ailleurs, les Américains sont évidemment autosuffisants en matière de gaz et sont maintenant exportateurs. En revanche, ils importent 20% de leur uranium de Russie. Donc à partir du moment où ils ont besoin d'énergie, il n'y a pas de sanctions. Bon, après, je voudrais quand même vous rassurer un tout petit peu. Les sanctions marchent quand même parce que je vous rappelle que Gazprom, pour la première fois, est une entreprise déficitaire cette année. C'est une entreprise qui a perdu énormément de marché. Il a perdu quand même le marché européen qui était de 155 milliards de mètres cubes. Et donc là, avec regardez les pertes records de Gazprom. Avec ces exportations, ils n'arrivent pas quand même au même volume. Par rapport à l'interdiction du gaz, si, il y a les sanctions qui, contrairement à ce qui a été dit, il y a les sanctions sur le gaz qui existent, parce qu'il y a par exemple le projet que les Russes avaient dans la mer Arctique avec les Chinois, qui a été arrêté justement parce que les Américains ont fait la pression, et donc justement le projet avec Novatek, mais ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, mais il y a autre chose aussi. Vous voulez encore plus d'hypocrisie ? Allons-y. Oui, allons-y. Tant qu'on y est. Vous savez, le gaz, le pipeline là, de Souja, sur quel territoire il va après ? C'est sur l'Ukraine. Ouais. En Ukraine. Sur le territoire ukrainien. Oui, qu'ils le laissent passer. Et donc, les Ukrainiens ont laissé le transit pendant toute la guerre en Ukraine, ont laissé le transit. Ça fait 3 semaines où ils ont annoncé à la Hongrie et à l'Autriche et à un certain nombre d'autres pays européens qu'ils coupaient ce robinet, mais non pas pour couper le robinet, mais parce qu'il y a les sanctions contre Lukoil. Donc en fait, ils disaient, il y a le gaz qui est produit par l'entreprise Lukoil, qui elle est sous les sanctions, donc on ferme le robinet. Et les autres disent, mais vous avez signé les contrats pour des années et des années, donc il faut les respecter. Et donc voilà, c'est pour vous dire la complexité de la question. Alors oui, la complexité de la question, c'est que le problème ne s'applique pas que au gaz. Il y a un énorme rapport qui a été produit dans le Financial Times il y a quelques semaines sur les importations d'urée. L'urée, c'est une composante des engrais, c'est fait avec de l'azote. L'Europe importe 70% de son urée de Russie. Les importations d'urée ont doublé entre 2022 et 2023. La France importe 90% de son urée pour les engrais de la Russie. Ah oui. Et qui est-ce qui contrôle le plus grand importateur français d'urée? C'est Eurochem. C'est une société qui est contrôlée par une boîte à Chypre qui, elle, appartient à un oligarque russe sanctionné. Donc voilà, ça c'est un autre exemple des problèmes avec l'application des sanctions. Le nickel russe n'est pas sanctionné. Les piles des voitures électriques sont faites avec du nickel et du lithium qui vient aussi en grande partie de Russie. BASF, la société allemande qui produit des piles,
à une grande usine en Finlande qui utilise du lithium russe. Alors ils ont maintenant fait un choix d'essayer de diversifier leurs sources d'importation. L'uranium aussi, on a besoin de l'uranium de la Russie. La Russie sait qu'on a besoin de son uranium. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met la main sur toutes les mines d'uranium en Afrique et au Niger et au Kazakhstan pour essayer de nous obliger à continuer à commercer soit avec elle, soit avec l'Australie ou le Canada. Et en parlant d'urée, l'Europe peut se passer complètement de l'urée russe. Les producteurs européens sont à l'arrêt parce qu'ils sont moins économiquement rentables que la Russie. Donc il y a, si vous voulez, il y a des problèmes avec Non, mais ce n'est pas des problèmes, c'est une hypocrisie complète. Nous abordons les sanctions parce que pour vraiment sanctionner la Russie, eh bien, l'Europe devra faire des choix qui coûteront très cher au consommateur final. Ouais. Et c'est ça le grand problème. Alexandre Kateb, vous êtes toujours avec nous. Moi, je me souviens, quand il y avait eu le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron était parti en Algérie pour essayer de signer un accord avec l'Algérie pour avoir du gaz. Puis c'est pas loin de la France, on peut mettre un pipeline aussi en passant par l'Espagne ou par la Méditerranée. Visiblement, tout ça, c'est aux oubliettes. Le problème avec l'Algérie, c'est qu'elle ne peut pas augmenter ses capacités d'exportation de manière très significative. D'une part, les capacités de production sont contraintes. La plupart des gisements sont des gisements vieillissants. Il y a eu très peu d'investissements au cours des 20 dernières années. Et d'autre part, il y a une consommation de gaz sur le marché domestique algérien qui croît très fortement en raison de la croissance économique, démographique, etc. Donc, en fin de compte, l'Algérie, c'est pas du tout la solution à ce problème. C'est peut-être une solution pour certains pays qui ont pu négocier des accords préférentiels comme l'Italie, mais avec un prix du gaz qui a été réévalué là aussi très fortement à la hausse. Et quelque part, l'Algérie a eu un effet d'aubaine grâce à la crise ukrainienne et grâce à la Russie, puisque ça lui a permis de booster ses recettes d'exportation de gaz. Vous savez, on nous parle sans cesse des sanctions contre la Russie, des efforts de l'Europe pour affaiblir l'économie de Poutine. Mais la réalité, c'est que derrière ces discours politiques, il y a une hypocrisie flagrante. Pourquoi? Parce que malgré toutes ces sanctions, l'Europe continue d'acheter massivement du gaz russe. Oui, vous avez bien entendu, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie ont augmenté de 7% en 2024. Pendant que les combats font rage en Ukraine, le business continue comme si de rien n'était. La première question qu'on doit se poser, c'est « Pourquoi l'Europe continue-t-elle d'acheter ce gaz ?» La réponse est simple. Parce qu'il n'y a pas de sanctions sur le gaz russe. Il y en a bien sur le pétrole, mais pour le gaz, rien n'a été fait. Et en réalité, cela arrange tout le monde. Le gaz russe reste compétitif par rapport aux alternatives américaines ou qataries, et les pays européens préfèrent garder des prix de l'énergie sous contrôle, même si cela signifie remplir les poches du Kremlin. Prenons l'exemple de la France. Total Energies, cette grande entreprise française, continue d'acheter des millions de tonnes de gaz russe chaque année. L'argument que l'on nous sert est toujours le même. Ce sont des contrats signés avant la guerre. Mais comment peut-on accepter cette justification alors que l'Europe, en parallèle, fournit des armes à l'Ukraine pour chasser les forces russes de leur territoire? En fin de compte, ce qu'on observe, c'est que les discours politiques ne correspondent pas à la réalité économique sur le terrain. Les sanctions existent, mais elles sont limitées et contournées. En 2024, 15% des importations de gaz naturel en Europe provenaient de Russie. Et ce chiffre pourrait encore augmenter, car des pays comme la France, les Pays-Bas et l'Espagne ont augmenté leur capacité d'importation de gaz naturel liquéfié. En termes économiques, c'est un paradoxe. L'Europe a réduit ses achats de gaz russe par rapport à avant la guerre, mais achète maintenant ce gaz à un prix 3 à 4 fois supérieur. Et pourquoi? Parce qu'on refuse de faire les choix difficiles, les choix qui coûteraient cher au consommateur final. Et ce n'est pas qu'une question de gaz. Prenons l'exemple des engrais. L'Europe importe 70% de son urée de Russie, un composant clé des engrais. Depuis 2022, ces importations ont doublé. La France,
par exemple, importe 90% de son urée de Russie. Et le plus grand producteur d'urée en France est contrôlé par une société chypriote détenue par un oligarque russe sous sanction. Ce même problème se pose pour d'autres ressources critiques. Le nickel pour les batteries de voitures électriques, le lithium pour les technologies vertes, et même l'uranium pour nos centrales nucléaires. La Russie a sa mainmise sur ces ressources, et nous en dépendons. La vérité, c'est que l'Europe est prise dans un piège de sa propre dépendance. Elle ne peut pas se passer du gaz russe, du nickel russe, de l'uranium russe. Et cette dépendance alimente non seulement l'économie russe, mais renforce aussi la position de Poutine. Pendant que l'on sanctionne la Russie d'une main, on la finance de l'autre. Et c'est là tout le paradoxe et l'hypocrisie de cette guerre économique. Les Européens veulent soutenir l'Ukraine, mais pas au point de se priver de confort ou de voir les prix de l'énergie s'envoler encore plus. Alors on continue à faire des affaires avec la Russie, tout en prétendant vouloir l'affaiblir. Pourtant, si on était vraiment sérieux dans notre volonté de sanctionner la Russie, on devrait accepter les sacrifices qui viennent avec. Réduire nos importations, diversifier nos sources, même si cela signifie des coûts plus élevés à court terme. Mais en réalité, ce que nous voyons, c'est que les intérêts économiques priment sur les principes politiques. Et c'est cela la grande hypocrisie européenne. On se dit prêt à tout pour soutenir l'Ukraine, mais seulement tant que cela ne touche pas notre portefeuille.